Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom l'étude de faisabilité d'un projet. Dans ce cours, vous apprendrez l'étude financière et la présentation du bilan d'ouverture du plan de financement initial et prévisionnel. Tout cela avec Dr Nadia Lababidi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Nadia. Dr Nadia, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci Madame Alak et bienvenue aux participants. Donc en fait, juste pour faire un petit récap, on a bien introduit le cours, on a bien présenté l'étude de faisabilité du marché, y compris l'étude de marché, aussi l'étude de faisabilité technique, juridique et organisationnelle. Donc techniquement, est-ce que le projet est faisable ou non? Et bien sûr, à la fin, il faut bien élaborer l'étude financière, c'est-à-dire la traduction financière de tout ce qui a été préparé. Donc, tout ce qui est technique, organisationnel, toutes les actions et toutes les activités vont être traduites en argent, en budget. L'étude financière se fait généralement à la fin du plan d'affaires. Je vous ai envoyé déjà un modèle de plan d'affaires simplifié. J'ai un autre modèle plus simplifié, je vais vous l'envoyer aussi. Donc, je l'ai trouvé récemment. Il est plus simplifié que celui que j'ai envoyé avant. Pourtant, les deux sont deux modèles simplifiés. Mais le modèle que je viens de trouver, il est plus résumé, tout simplement. Mais les deux modèles sont simplifiés et ils vont vous aider pour élaborer un plan d'affaires. Donc, j'ai bien présenté l'autre fois qu'est-ce que l'étude financière. Okay, c'est déjà fait l'autre fois. Donc, en fin du compte, il faut déterminer principalement les coûts et les revenus et prouver que le projet est rentable. C'est ça l'objectif en fait de l'étude financière. L'étude nous permet, comme je viens de dire, d'évaluer les coûts, donc prévisionnels parce qu'on vise le futur. Donc c'est normal, tous les chiffres qu'on va présenter seront des chiffres prévisionnels. Et on a certainement des chiffres qui sont exacts, tels que les statistiques, les chiffres tirés des questionnaires, des devis. Donc, c'est des chiffres exacts. Mais pour avoir une idée sur l'évolution de l'activité et prouver la rentabilité dans le futur, donc ça va se baser sur des prévisions. Identifier les risques financiers, c'est normal. Donc, on va utiliser là juste l'indicateur du poids mort. Donc, normalement, vous le connaissez, mais juste, on va expliquer son lien avec l'analyse du risque. Il y a pas mal d'indicateurs, mais là, on va se limiter à l'indicateur poids mort. Donc, le plan de financement, donc, on peut trouver des appellations telles que plan d'investissement de financement. C'est le plan de financement, en fait, on est obligé de mettre les investissements et le financement. Okay. Les investissements, généralement, seront présentés dans le bilan d'ouverture. Donc, le plan de financement et le bilan d'ouverture, il y a un rapprochement entre les deux. Juste, il y a une différence. Il y a un document. Le bilan d'ouverture, c'est un document comptable. Et le plan de financement, c'est un document financier. Et je vais vous montrer la différence entre les deux. Mais si on arrive à élaborer le bilan d'ouverture, donc, logiquement, il n'y a pas de souci pour élaborer le plan de financement. L'analyse de l'équilibre financier, donc là, on ne va pas faire l'analyse de l'équilibre financier au vrai sens du mot, comme vous l'avez déjà vu en finance, c'est-à-dire déterminer les trois indicateurs, le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement et la trésorerie nette pour s'assurer qu'il y a un équilibre ou un déséquilibre financier, un exercice bien déterminé. Par la suite, trouver les solutions possibles pour améliorer la situation. C'est ça l'objectif de l'analyse de l'équilibre financier. Mais là, on va se limiter juste à l'indicateur BFR, besoin en fonds de roulement, qu'on tire de l'équilibre financier. Et bien sûr, on peut analyser l'équilibre financier, mais l'objectif, c'est d'utiliser cet indicateur-là parce qu'on a besoin
de cet indicateur dans l'analyse financière. Évaluer la rentabilité, donc il y a pas mal d'indicateurs, mais le plus utilisé, c'est la valeur actuelle nette. Il y a aussi le TRI, le taux de rendement interne, mais le plus utilisé, c'est la VAN, la valeur actuelle nette. En plus, les deux critères se basent sur les mêmes principes. Mais, je répète, l'indicateur le plus utilisé est la VAN et on peut trouver le TRI. Et identifier les sources de financement internes ou externes. Donc, c'est normal. Donc là, au début, donc, on détermine les coûts prévisionnels et donc, logiquement, ce point doit être mis là, donc pour l'enchaînement. Donc, juste, je vais rectifier tout de suite. Voilà, parce qu'il y a un enchaînement. Au début, on détermine les coûts et les sources de financement. Donc, il y a les sources de financement internes et il y a les sources de financement externes. Donc, externe, c'est l'apport des associés et les dettes. Et interne, c'est la valeur créée par l'entreprise. Donc, une fois il y a une activité, il y aura un bénéfice. Donc, le bénéfice sera partagé. Une partie sera sous forme de réserve. Il y a la rémunération des actionnaires sous forme de dividendes et ce qui reste sera affecté dans le compte résultat reporté. Donc, résultat reporté et les réserves donc, représentent des moyens de financement interne. Ça va renforcer la capacité d'autofinancement de l'entreprise. C'est des ressources de financement créées par l'entreprise. C'est le financement interne. Donc, on ne parle de financement interne qu'une fois il y a activité. Donc, il faut qu'il y ait une activité et génération des résultats pour parler de financement interne. Donc, mais avant de se lancer dans l'étude financière, donc, on a déjà présenté l'analyse stratégique et l'outil le plus important, c'est SWOT. Et je vous ai présenté déjà comment on élabore l'analyse SWOT et pourquoi on l'élabore. Donc, l'analyse SWOT, juste un rappel, se base sur les deux principaux outils, mais il y en a d'autres. Hein. C'est la chaîne de valeur pour déterminer les forces et les faiblesses et l'analyse PESTEL pour déterminer les opportunités et les menaces. Une fois on élabore ces quatre cadrans dans l'analyse SWOT, ça va aider à déterminer quelle est la stratégie à adopter. Et bien sûr, il y aura des répercussions sur l'étude financière. Par exemple, si je vais produire une partie du travail, ok, c'est une stratégie. Et si je vais la sous-traiter, c'est une autre stratégie. Même les coûts sont différents et les répercussions financières sont différentes. Donc, tout dépend de la situation de l'entreprise. En se basant sur l'analyse SWOT, on va choisir la stratégie qui va avec la situation qui est convenable. Et bien sûr, tout va s'aligner avec cette stratégie adoptée. Donc, tout est relié. Donc, l'étude financière, en fin du compte, doit comporter donc, un plan de financement, mais en fin du compte, on présente les investissements. Mais l'appellation est le plan de financement. OK? Mais juste pour vous montrer, mais l'appellation exacte, c'est un plan de financement. OK? Mais pour présenter le financement, donc, on doit déterminer quel est l'investissement nécessaire. OK? Donc, c'est un plan de financement. Le compte de résultats prévisionnels pour présenter quels sont les revenus et les résultats probables dans le futur. La rentabilité prévisionnelle et un tableau de trésorerie. Donc en fin du compte, c'est important. Mais le plus important, c'est de prouver à la fin que le projet, il est rentable. OK? Donc, je vous ai donné ce lien. Donc, il y a un site qui peut vous aider pour avoir plus d'informations sur la création d'entreprise. Donc, on va commencer par la présentation du plan de financement. Au vrai sens du mot, c'est le plan de financement, d'investissement de financement, mais retenez que l'appellation n'est pas plan d'investissement de financement, juste pour vous montrer que on traite les deux parties, mais l'appellation exacte, c'est le plan de financement tout court. C'est ce que je vais présenter par la suite.
Donc, d'abord, il faut commencer par le bilan d'ouverture. C'est-à-dire, vous avez un projet, c'est bon, donc on a présenté l'idée, donc on a élaboré le business model, on a fait l'étude de marché, on a déterminé la stratégie à adopter, donc la vue, elle est plus claire maintenant. Donc, pour se lancer, qu'est-ce qu'il nous faut? Quelles sont les immobilisations, quels sont les actifs euh, immobilisés, quels sont les actifs circulants au courant et comment on envisage de financer tout ça. Donc, c'est le bilan d'ouverture. Donc, le bilan d'ouverture, ce n'est pas un bilan d'activité. Ok, je vais repartager, donc désolé. Donc, là, comme je viens de dire, que le bilan d'ouverture, c'est un point de départ. Généralement, les bilans sont des bilans d'activité, c'est-à-dire à la fin de l'exercice comptable. Mais là, le bilan d'ouverture, c'est un bilan spécifique à la création d'entreprise. Donc, dans la création d'entreprise, c'est un document comptable qui reflète la situation financière et patrimoniale, c'est-à-dire comment sera constitué le patrimoine de l'entreprise. Elle a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'elle doit posséder? Et comment elle va le financer. Donc, quelle est la constitution du patrimoine de l'entreprise au démarrage. Donc, et patrimonial de l'entreprise au début et son activité, au début de son activité. Donc, pour démarrer, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il recense les premiers éléments d'actifs. Donc, on a des biens, que ce soit des immobilisations, des stocks, des créances, okay, de la trésorerie, c'est-à-dire les éléments du haut de bilan à long terme et du bas de bilan à court terme. Et de passif, donc bien sûr là, il y a l'apport, à part donc dans la partie de passif, il y a l'apport des associés, c'est les capitaux propres et les dettes. Donc le passif est le capital social, offrant une image complète de la situation financière de l'entreprise. Donc là, je n'ai pas mentionné les capitaux propres, juste le capital social. Pourquoi? Parce que tout simplement, la spécificité du bilan d'ouverture ou initial, donc généralement on l'appelle d'ouverture, il n'y a pas d'activité, donc dans la partie des capitaux propres, il n'y a que le capital social. Donc l'intitulé, c'est les capitaux propres parce que c'est un modèle standard qu'on doit suivre, mais il n'y a pas d'autre compte. Il n'y a que le capital social, tout simplement. Okay, donc c'est la présentation générale. Donc, dans les capitaux propres, il n'y a que le capital social, mais il y a certainement des dettes à long terme, il y a des dettes à court terme, etc. Et il y a les actifs immobilisés et les actifs circulants. Et il faut certainement que les actifs soient égaux aux passifs, c'est-à-dire, donc là, on a besoin de quoi et quelles sont les ressources de financement. Donc, ces ressources-là vont être employées pour acheter les éléments de l'actif nécessaires pour l'activité. Donc, c'est les ressources et là, les emplois. Et il faut qu'il y ait équilibre parce que je ne peux pas avoir un élément dans l'actif qui n'est pas financé par un ou plusieurs éléments du passif. Donc, ce n'est pas faisable. Donc, selon le principe de la partie double, il y a l'égalité entre les actifs et les passifs ou les emplois et les ressources. Donc là, une fois vous avez bien étudié l'idée, donc vous avez fait des réflexions, vous avez élaboré les documents qu'on a déjà présentés, au fur et à mesure, vous allez mieux comprendre votre idée de projet. Et certainement, vous aurez des informations plus ou moins pointues et détaillées sur le projet et ce que nécessite le projet pour être opérationnel. Et par la suite, vous pourrez élaborer facilement le bilan d'ouverture. Donc, c'est le point de départ. Donc, ce n'est pas difficile. Donc, vous connaissez c'est quoi le bilan. Juste dans le bilan d'ouverture, sa spécificité, je répète, dans les capitaux propres, il n'y a que le capital social. On ne trouve pas les autres comptes, résultats, réserves, résultats reportés, parce que ces comptes ne peuvent être
présent qu'une fois il y a activité, sinon c'est des valeurs nulles. On n'a pas encore une activité, il n'y a pas eu de résultat. Donc, c'est la base, c'est le point de départ, c'est l'élaboration de bilan d'ouverture. Par la suite, le plan de financement initial, voilà, donc l'appellation exacte. Juste dans le titre précédent, j'ai mentionné plan d'investissement de financement, juste pour vous montrer, en fin du compte, on fait le rapprochement entre les deux, tout simplement. Donc, le plan de financement initial, il est indispensable, ok, pour montrer que on a les fonds nécessaires pour financer l'investissement relatif au projet, tout simplement. Donc, projet d'entreprise ou projet tout simplement. Donc là, il faut faire le rapprochement entre le besoin et les ressources. OK? Donc, je vais revenir à la page 9, juste là. C'est ça le plan de financement. Donc, il y a les besoins. Donc, on les a déjà mentionnés dans le bilan d'ouverture. Donc, juste, on va faire copier-coller les immobilisations. Et il y a ici le court terme. OK? Donc, il y a les éléments de l'actif courant. Il y a aussi la trésorerie, y compris le BFR. Mais là, il y a une distinction, il y a les investissements, le besoin en fonds de roulement et il y a aussi la trésorerie de démarrage. Et dans l'autre côté, les ressources nécessaires des fonds propres ou des fonds empruntés. Il faut qu'il y ait égalité entre les deux. Donc, je vais revenir à la page 9 pour mieux expliquer l'équilibre entre les deux. Donc, le plan de financement, il a pour objectif de s'assurer que vous disposez suffisamment de ressources financières pour démarrer l'activité. Donc, les ressources financières vont financer les investissements, principalement. OK? Donc, mais l'investissement, c'est à long et à court terme. Donc, il s'agit là de 4 tableaux, OK, financiers qu'il faut présenter. Donc, les 4 tableaux, c'est le bilan d'ouverture ou d'activité, mais là, on parle du bilan d'ouverture et on l'a déjà présenté. Mais par la suite, on élabore l'étude financière au cours de l'activité, on parle de bilan d'activité. Mais au démarrage et dans la création, c'est le bilan d'ouverture. Donc, tout dépend de la date de l'élaboration de l'étude financière. Donc, lors de la création, on parle de bilan d'ouverture. Et au cours d'activité, on parle de bilan d'activité. Et il y a le plan de financement initial et prévisionnel. Donc là, on est obligé de les élaborer, les deux. Et compte de résultats prévisionnels et le plan de trésorerie. Donc, maintenant, dans la séance en cours, on va présenter dans le temps qui reste le plan de financement initial et prévisionnel. On a déjà présenté le bilan d'ouverture. Et vous connaissez c'est quoi un bilan, juste c'était un survol rapide sur ce tableau. Donc, le plan de financement initial, il permet de vérifier que vous disposez bien des capitaux nécessaires pour financer les grandes masses de dépenses nécessaires au lancement de votre projet. On a besoin de dépenses pour financer les charges, okay, et les investissements de manière générale. Donc là, ce tableau, donc il y a 2 parties dans ce tableau. Donc, c'est vrai, l'appellation est de financement parce que, logiquement, à ce moment-là, on a bien déterminé les investissements nécessaires. Donc, ce qui est nouveau et ce qui est important dans ce document, c'est de déterminer comment on va financer ces investissements. Et on l'appelle aussi montage financier. Donc, généralement, les banquiers, ils l'appellent montage financier. Parce qu'il y a plusieurs sources de financement qui peuvent financer le projet. Il n'y a pas un seul moyen de financement. Ça peut être de 3, 4, tout dépend okay, du montant de l'investissement et de la situation. Okay.
Donc, c'est ce qu'on appelle le montage financier. Donc, d'abord, les investissements, donc la partie à gauche, ok, du tableau que je viens de présenter. Voilà, donc voilà la partie à gauche. Donc, on va expliquer le contenu de cette partie-là. Donc, certainement, vous l'avez déjà vu, mais là, on va entrer plus dans le détail. Donc, les immobilisations. Qu'est-ce qu'on trouve dans les immobilisations? Donc, les biens qui seront utilisés durablement, c'est-à-dire des biens qu'on va posséder plus qu'une année. Ça peut être des immobilisations incorporelles, comme les fonds de commerce, euh, comment dirais-je, les brevets, donc tout ce qui est immatériel, quoi. Et corporel, des bâtiments, des véhicules, donc tout ce qui est corporel, tout ce qui est touchable. Ok. Il y a aussi des immobilisations financières. Parfois, il y a des dépôts de garantie et des cautions. Donc, c'est des immobilisations financières. Donc là, il s'agit des besoins à long et à moyen terme. C'est les immobilisations. Maintenant, on va voir certainement qu'il y a des besoins à court terme. Ok. Donc, c'est les stocks, c'est généralement, hein, c'est les stocks, c'est la créance client, ok, dans l'actif, ok. Donc là, le décalage entre les paiements, ça peut nécessiter de l'argent. Donc, vous connaissez c'est quoi le BFR? Le BFR, en fin du compte, c'est la différence dans les délais, principalement entre le délai de paiement des clients et de remboursement des fournisseurs et la rotation des stocks. C'est les trois éléments qui sont euh, importants dans le calcul du BFR. Okay? Si on gère les trois éléments de l'actif circulant, les stocks, le délai de remboursement des clients, de paiement des clients et le délai de remboursement des fournisseurs. Donc, ces délais permettent soit d'avoir suffisamment de liquidité, soit d'avoir besoin de liquidité. C'est clair? Donc, là, il y a un besoin. Donc, on a des dépenses. Donc, il faut les financer. Donc, là, le BFR, la formule, vous la connaissez. Normalement, vous la connaissez. Donc, en se basant sur juste un moment, je cherche mon stylo. Je ne vais pas ouvrir. Voilà. Donc, juste un moment. Donc la formule donc, de l'équilibre financier, donc vous connaissez que, donc juste un moment, donc le fonds de roulement, donc l'équation de l'équilibre financier est égale à le fonds de roulement est égal au BFR plus la trésorerie nette. C'est ça. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, vous l'avez déjà vu en finance. S'il y a des points qui ne sont pas clairs, vous pouvez par la suite poser des questions. Et pour le moment, donc le BFR, c'est ça la formule. Okay. Donc, elle est divisée en besoin en fonds de roulement d'exploitation plus le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Donc là, dans le bilan fonctionnel ou dans le bilan financier, la partie en bas, on la divise en actifs courants d'exploitation et actifs courants hors exploitation et la trésorerie de l'actif. Et même chose pour le passif. Donc, courant, donc il y a le passif courant d'exploitation, passif courant hors exploitation et la trésorerie du passif. Donc, bien sûr, la composante la plus importante, c'est celle-là. Mais on fait le calcul de la totalité du BFR. Mais la partie la plus importante sera celle-là parce qu'elle est reliée directement à l'activité d'exploitation. Mais cette partie-là, donc il y a un besoin réellement, mais qui n'est pas lié à l'activité. Donc, il est lié au fonctionnement global de l'entreprise, mais pas lié à l'activité. Donc là, si on va
se limiter au BFR, comment on le calcule? C'est l'actif courant d'exploitation, bien sûr, hors trésorerie, moins passif courant d'exploitation. Les principaux comptes là, c'est quoi? Donc, on trouve les stocks et clients. Voilà. Et là, on trouve quoi? On trouve le délai fournisseur. Voilà. Donc, si on gère les délais, c'est-à-dire là, les stocks, on essaie d'augmenter la rotation des stocks. Donc là, on aura le stock au minimum. OK? Les délais clients, on essaie de le rapprocher au maximum. Donc, qu'est-ce qu'il y aura? La créance client sera faible. Et là, on essaie d'éloigner au maximum le délai de remboursement des fournisseurs de sorte qu'on maintient plus de temps le financement, OK, des fournisseurs. C'est-à-dire, si j'ai acheté à crédit, donc à terme, quoi, et au lieu de rembourser le fournisseur dans un mois, je vais le rembourser dans un an, disons dans 6 mois, disons. OK? Mais réellement, dans un mois, j'ai déjà vendu la marchandise. C'est comme si le fournisseur m'a emprunté de l'argent, OK? Parce que j'ai vendu la marchandise, j'ai récupéré de l'argent avec les gains. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Donc, la valeur des dettes fournisseurs sera plus importante que la valeur des stocks et des clients. Donc, on aura soit, donc là, soit un BFR faible, OK, ou négatif. Et c'est ce qui est conseillé, OK? De cette façon, on va réduire le besoin en moyens de financement. On n'a pas de problème de liquidité parce qu'on a bien géré les délais. Donc, pour gérer le BFR, on essaie de travailler sur ces 3 rubriques du court terme. On essaie de jouer sur les stocks, les clients et les fournisseurs. Donc, dans les grandes surfaces, donc généralement, ils achètent à terre et ils vendent au comptant. Et bien sûr, la rotation, elle est très rapide parce que la vente, elle est accentuée, quoi. Donc, le ratio de rotation, il est important. Donc, dans les grandes surfaces, généralement, le BFR, il est positif. Donc, on parle d'excès en moyens de financement. On a un excès de trésorerie à court terme, tout simplement. Donc là, c'est ce qui est conseillé. Dans ce cas, on aura besoin on n'a pas besoin de se financer. Donc déjà, on cherche le financement à long terme. Mais à court terme, il n'y a pas de besoin, au vrai sens du mot, de financement. Donc, c'est ce qui va faciliter l'opération de financement. Mais si on a un besoin en moyens de financement à court terme avec les moyens de financement à long terme pour financer les immobilisations, donc là, il faut vraiment un montage financier pour financer le long et le court terme. OK? Donc, au démarrage, il n'y a pas vraiment un bilan d'activité. Donc, on ne va pas utiliser cette formule. On va utiliser une estimation. On va démarrer. Certainement, à part les immobilisations, on a besoin de payer l'électricité, de payer le transport, le loyer, les salaires. Donc, c'est des charges. OK? Il faut les couvrir. Donc, dans ces cas, au démarrage, on estime les charges nécessaires pour la charge nécessaire pour assurer l'activité jusqu'à ce qu'il y aura le premier revenu à encaisser. Donc, chacun sait très bien comment ça va se passer dans le cadre de son projet. Il y a ceux qui peuvent encaisser dès le premier jour. Il y a ceux qui peuvent encaisser dans un mois, dans 2 mois. Donc là, une fois on sait très bien comment ça va fonctionner, par la suite, on saura déterminer le besoin en liquidité pour financer l'activité jusqu'au premier encaissement. Généralement, si les choses ne sont pas très claires, on peut l'estimer à 3 mois de façon générale. Qu'est-ce qu'il nous faut comme moyen de financement pour assurer le financement des activités courantes nécessaires pour démarrer, quoi. Mais par la suite, bien sûr, une fois il y a activité, on a cette formule-là qui est, donc ce que j'ai montré, il est simplifié. Mais
vous aurez la formule détaillée, mais pour faciliter le travail, on simplifie la formule, tout simplement. Je ne sais pas, elle est où la formule, elle est quelque part là, je vais la présenter par la suite. Donc, voilà, donc à long terme, qu'est-ce qu'il nous faut comme immobilisation? Quelle est leur valeur? Et chercher le financement. Et les dépenses à court terme. Ok, donc, on a besoin de stock, de clients, de trésorerie et tout ça. Et ça va se présenter dans le bilan d'ouverture. Dans le bilan d'ouverture, je vais présenter les stocks, les clients, la banque et la caisse. Mais dans le plan de financement, donc c'est un document comptable. Donc, on va remplacer tout ça par le BFR et la trésorerie parce que le BFR se base sur ces éléments-là ainsi que les fournisseurs d'exploitation pour calculer le BFR, tout simplement. Mais pratiquement, c'est la même chose. Si vous avez élaboré correctement le bilan d'ouverture, ça va faciliter l'élaboration du plan de financement. Et la trésorerie, en fin du compte, donc on a un besoin pour faire fonctionner l'activité, ok, dû au cycle d'exploitation, mais aussi on a des besoins de liquidité pour faire immédiatement face aux dépenses de fonctionnement quotidien de votre entreprise. J'ai besoin de liquidité. Donc, c'est également un besoin à court terme. Mais là, le fonds de roulement, c'est dû à la gestion des trois éléments. Okay? La valeur du BFR, elle dépend de la gestion des trois éléments, stock, client et fournisseur. Est-ce que j'ai un excédent de liquidité ou j'ai, donc dans ce cas, l'excédent va être transféré dans la trésorerie de l'actif. Et si c'est l'inverse, donc je vais chercher un moyen de financement dette à court terme. Si c'est l'inverse, on n'a pas le choix. On doit se financer de quelque part. Mais on a besoin de trésorerie qui soit toujours présente au sein de l'entreprise. Donc là, le BFR inclut donc la trésorerie, elle est incluse dans le BFR parce qu'on va déterminer le besoin de façon générale, que ce soit lié à la gestion des stocks ou les autres dépenses, électricité, transport et tout ça. OK? Donc, le BFR, le besoin pour gérer les charges quotidiennes, c'est inclus dans le BFR, mais le BFR, son calcul, se base principalement dans la gestion de ces trois éléments. Donc, les modalités de leur financement, donc il y a les fonds propres, c'est l'apport des associés. Donc là, c'est des sommes apportées au capital, donc c'est les associés, ça peut être des subventions, c'est des fonds gratuits. Bon, à part les déductions fiscales, mais normalement, c'est des... donc, tout dépend du contexte, hein. Parfois, il n'y a pas. C'est des fonds gratuits, ok? Donc, c'est les fonds propres. Il y a les dettes à moyen et long terme, telles que les prêts bancaires ou les prêts participatifs. Le financement participatif récemment, le plus connu, c'est le crowdfunding. OK? Et les dettes à court terme, généralement, il s'agit des délais obtenus auprès des fournisseurs, c'est une dette à court terme. Dettes trésorerie, par exemple, des couverts bancaires, OK? Ou les dettes à court terme. Et dettes par immobilisation de créances, par exemple, comme les, comme comment dirais-je, les échus non payés, effets échus non, effets, j'ai oublié, l'effet, par exemple, on a un chèque, on a besoin de liquidité, on peut l'endosser et, quoi la vente de la dette donc on peut la vendre aux banques par exemple ou même
à notre bénéficiaire et via une commission, on peut se financer. Donc, c'est l'effet impayé, pas impayé, un moment, le temps de me rappeler. Donc, je vous donne l'appellation exacte par la suite. Quoi? Donc, c'est ça, la forme du plan de financement initial. Donc, il y a côté dépenses, veillez à ne pas sous-estimer donc des conseils, il ne faut pas sous-estimer vos besoins pour dire qu'on va minimiser les dépenses, non. Donc, il faut mettre ce qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que peut-être vous pourrez démarrer dans ces cas et convaincre les bailleurs de fonds, mais vous risqueriez de provoquer un déséquilibre dans votre trésorerie lorsque vous faites face à ce besoin réel. Okay? Donc, il faut être correct et présenter les vrais besoins et déterminer les ressources nécessaires. Côté ressources, donc là, il faut évaluer correctement le montant de vos fonds. Donc, plus vos apports sont élevés, donc les fonds propres, précisément les capitaux propres, plus votre indépendance vis-à-vis de vos créanciers est importante. Vous n'êtes pas dépendant des banques, par exemple. OK? Donc, la part la plus importante de financement, elle vient des fondateurs. Donc là, ils sont très… là, c'est des gens, ça prouve qu'ils sont très attachés à leur projet. OK? Et c'est un bon signe. Ils ne sont pas dépendants de quiconque. Ils peuvent prendre les décisions sans contrainte. Parce que si on est dépendant des codes et des banques, donc les banques peuvent imposer des contraintes. Mais là, plus on est indépendant, plus les contraintes soit sont faibles ou il n'y a pas de contraintes. L'entreprise a la liberté de prendre les décisions qui les intéressent et qui conviennent à l'entreprise. Et là, il ne faut pas tenir compte des restrictions ou des contraintes imposées par les créanciers. Donc là, on parle principalement des banques. Vous pouvez ainsi mener la politique commerciale que vous souhaitez. Donc, vous lancez dans n'importe quel marché, se lancer dans n'importe quelle activité. Bon, bien sûr, dans le cadre de l'activité principale de l'entreprise. Donc là, il n'y a pas de contrainte. Pour les tiers, donc tels que les fournisseurs et principalement les banques, donc la proportion apport personnel sur dette est un signe de solidarité de votre projet. Donc, plus les propriétaires sont solidaires, plus leur part elle est importante, plus l'endettement il est faible, plus ils tiennent plus à leur projet. De la solidarité de votre projet et de votre engagement dans celui-ci. Plus on investit, plus on est engagé. Donc, c'est un bon signe. Et ensuite, on minimise les charges. Plus il y a moins de dettes, moins de charges. N'investissez pas la totalité de vos ressources afin de conserver une marge de manœuvre en cas de difficulté. Donc, il y a toujours des imprévus, donc c'est bien d'avoir une marge. Généralement, ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc, il faut toujours mettre une certaine somme à part pour faire face aux imprévus. Il ne faut pas trop tout investir au début. Donc, et bien sûr, opter pour les financements adaptés. Donc, on n'a pas accès au crédit bancaire, aux dettes bancaires. On peut chercher des investisseurs. Tout dépend de la situation. Donc, financer un besoin à long terme par une ressource à long terme. De préférence, la part des capitaux, la part des fonds propres, précisément, l'apport des actionnaires sera le plus important ou des associés, car un besoin permanent, voilà, financer un besoin à long terme par une ressource à long terme, car un besoin permanent nécessite une ressource stable, donc soit l'apport des associés, soit des dettes, mais c'est à long terme. Ok? Donc, il faut la notion de l'équilibre minimum. Okay. Il faut que les moyens de financement à long terme financent les biens dont la durée dépasse une année, généralement les immobilisations, et les ressources de financement à court terme financent les biens à court terme. Je ne peux pas, par exemple, financer un stock par une dette à long terme. C'est insensé.
OK? Donc, il y aura un déséquilibre dans ce cas. Donc, c'est le démarrage. Donc, on se base sur le bilan d'ouverture. Donc, il y a les immobilisations juste en bas, en bas du bilan d'ouverture. Donc, il y a une différence parce que dans le plan de financement qui est un document financier, on va remplacer la partie en bas, on va mettre la trésorerie et le BFR, tout simplement. Et les moyens de financement qui sont présents dans le bilan d'ouverture, généralement, ils seront plutôt présents dans le plan de financement. Donc, ça y est, on a terminé la présentation du plan initial et comment il est élaboré. Maintenant, on va présenter le plan de financement prévisionnel sur 3 exercices. Donc, j'ai déjà présenté la remarque concernant la durée des prévisions. Donc, j'ai bien dit, généralement, on se base sur, on opte pour les 3 ans. Mais tout dépend des dettes à avoir auprès des banques, donc être accordées par les banques. Si la dette peut être remboursée sur 3 ans, donc les prévisions seront faites sur 3 ans. Si le remboursement sera fait sur 5 ans, donc les prévisions seront faites sur 5 ans. Donc là, la banque veut s'assurer que son projet est rentable. Et l'entreprise, elle est stable financière sur la durée de remboursement, tout simplement. Mais s'il n'y a pas des contraintes et on veut juste avoir une idée sur l'étude financière, donc on choisit généralement 3 ans. C'est bon. Parce que plus que 3 ans, les prévisions seront plus difficiles. Dans les 3 ans, donc c'est à moyen terme, c'est bon. On pourra faire des prévisions plus ou moins proches de la réalité. Après le démarrage de votre activité, que ce soit pour vous ou vos partenaires financiers, principalement les banquiers et les investisseurs, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, un plan de financement sur 3 ans permet d'accroître la visibilité financière de votre entreprise, donc en fin du compte, comment on voit les choses et l'évolution de l'activité. S'assurer de la pérennité de votre activité, on sait comment ça va se faire et on a une idée sur l'évolution et on va travailler sur ça. D'évaluer les conséquences des changements d'orientation ou d'impact de conjoncture. Donc là, si on prévoit des changements, une fois on a fait les analyses PESTEL principalement, donc on peut avoir une idée sur la conjoncture, sur l'environnement de manière générale et les possibilités de l'évolution. Okay, et on peut intégrer ceci dans notre prévision. Et bien sûr, leur impact sur l'activité. C'est ce qui compte. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer là? On va se baser sur le plan de financement initial, on va l'adopter et on va ajouter les nouveaux besoins et les nouvelles ressources après le démarrage, tout simplement. Mais la base, c'est le plan de financement initial. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter dans les besoins? Des variations positives ou négatives de votre besoin en fonds de roulement, parce que le besoin en fonds de roulement dépend de l'activité. S'il y a plus d'activité, certainement, il y aura plus de stock, il y aura plus de créances clients et plus de dettes fournisseurs. Donc, certainement, le BFR va augmenter si l'activité évolue. Donc, et de votre trésorerie liée à l'évolution de votre activité. Bon, parce que la trésorerie, c'est une résultante. Si le BFR, il est négatif, donc il y aura une trésorerie élevée, de l'actif, je parle. Et si le BFR, il est positif, certainement, il y aura un besoin de financement, donc c'est des dettes. Donc, certainement, la trésorerie du passif va être plus importante. Donc, il y a un lien entre les indicateurs de l'équilibre financier. Aussi, le remboursement des emprunts, donc ça a un impact sur la trésorerie. La rémunération, certainement, ça a un impact. Le remboursement d'avance, donc bien sûr, si on travaille en se basant sur les avances, ou le versement de dividendes éventuels, c'est la rémunération des actionnaires, c'est des dépenses. OK?
Et bien sûr, généralement au démarrage, pas mal d'actionnaires peuvent sacrifier leurs revenus et dire que l'essentiel, c'est que l'activité démarre. Parmi les ressources, donc c'est les besoins, parmi les ressources, euh, donc là, c'est des besoins de financement. On doit financer ce qui a été mentionné. Donc là, les ressources dont on doit chercher de nouveaux moyens de financement si le besoin augmente. Mais principalement, il y a une activité, donc il y aura la génération de résultats et il y a une augmentation de la capacité d'autofinancement, certainement, parce qu'il y a génération des résultats, il y aura plus de réserves et tout ça. Et il faut gérer, bien sûr, les délais fournisseurs obtenus, les bénéfices réalisés au cours. Donc, le délai fournisseur, il est relié au calcul du BFR. OK? Mais c'est une ressource, quoi. Donc, plus le délai fournisseur est éloigné, plus on a des ressources de plus. Les bénéfices réalisés au cours de l'exercice non distribués qui seront mis dans le résultat reporté ou mis en réserve. C'est un renforcement de la capacité d'autofinancement de l'entreprise et des éventuelles dettes complémentaires. Donc là, on va essayer de faire l'équilibre entre l'évolution des besoins avec celle des ressources. Il faut qu'il y ait toujours une égalité entre les deux. Donc, le plan de financement généralement sur 3 ans en général, mais tout dépend de la situation, comme je viens de le dire. Permet de définir avec précision le montant, donc dans le plan de financement prévisionnel, nécessaire. Donc, il permet de déterminer avec précision, bon, bien sûr dans la limite du possible, c'est des prévisions, les ressources nécessaires à l'entreprise pour financer son programme d'investissement et son cycle d'exploitation. Donc là, il répond à 2 questions essentielles. L'entreprise ainsi créée sera-t-elle pérenne? Donc, les prévisions permettent la pérennité de l'entreprise. La solidarité financière de l'entreprise construite grâce à votre plan de financement initial se poursuivra-t-elle au fur et à mesure du développement de l'affaire? C'est-à-dire, le financement de base, il sera maintenu et on va, bien sûr, juste l'ajuster tout au long de l'évolution de l'activité. Donc, le plan de financement sur 3 ans se présente en 2 parties, okay, comme bien sûr le plan de financement initial. Le voici, donc c'est la page combien? C'est la page 21. Juste pour vous montrer, voilà. Donc, c'est le plan de financement à 3 ans. Donc là, pratiquement, il est le même que celui du plan de financement initial, juste il y a le BFR ainsi que la variation du BFR lors de l'évolution. Il y a le remboursement annuel des emprunts, donc c'est un besoin. Le prélèvement d'exploitants, donc si l'entreprise elle est individuelle, parfois si c'est donc donc dividende sera distribué aux actionnaires. Si c'est une entreprise individuelle, donc il va prélever des bénéfices directement. Mais c'est pratiquement la même chose, c'est la rémunération des actionnaires. Donc là, c'est les fonds, OK, on peut les ajuster de sorte que les ressources s'ajustent avec l'évolution des besoins. Quoi d'autre? Voilà, je vais revenir là. Donc, pour l'année 1, donc comment ça va se faire? Donc, une première partie donc dans le plan de financement prévisionnel. Une partie recense chaque année ou chaque exercice les nouveaux besoins okay, de l'entreprise. Et dans l'autre partie aussi, recense les nouvelles ressources. Donc là, il y a une évolution. La base est la même. Donc la base, c'est le plan de financement initial, mais il y a
une évolution, tout dépend de l'évolution de l'activité. Donc là, dans le besoin, donc on va reprendre d'abord le plan de financement initial, reporter le capital remboursé sur le premier exercice, les intérêts, je n'exclus pas les intérêts car ils sont déjà imputés. Donc là, on ne parle pas des intérêts, mais la valeur du capital remboursé. C'est la valeur du capital et pas d'intérêt. Les intérêts sont des charges. Donc, on va les mentionner dans le compte de résultat et non ici. Pour les entreprises individuelles, indiquez les prélèvements de l'exploitant qui seront effectués au titre de sa rémunération au lieu de mentionner dividendes. Okay. Pour les ressources, donc aussi, on va reprendre la partie du plan de financement initial. On va indiquer le montant de la capacité d'autofinancement qui se calcule de la manière suivante. Donc, on a les bénéfices, mais on va ajouter aussi une dotation aux amortissements aux amortissements et aux provisions. Pourquoi? Parce que tout simplement, les dotations aux amortissements principalement, les amortissements, c'est des charges. Les charges non décaissables. Une fois on a calculé les bénéfices, ils sont déjà déduits, okay, parce que le bénéfice, comment on le calcule ou le résultat, c'est les produits moins les charges. Sauf que toutes les charges sont décaissables, sauf l'amortissement. Donc, il y a déduction, mais il n'y a pas sortie d'argent. C'est comme si on fait de l'épargne. Pour faire quoi? Pour renouveler les immobilisations. Donc, ça renforce les capacités d'autofinancement de l'entreprise. Donc là, pour calculer la capacité d'autofinancement, on ajoute les amortissements parce que c'est des charges qui sont financées par une partie des revenus, mais non décaissables. Pas comme les autres charges, comme le transport, comme le loyer, tout ça, c'est des charges décaissables. Donc, il y a sorti de ces fonds-là. Sauf que pour les dotations, on les déduit des revenus, c'est vrai, sauf qu'il n'y a pas sorti d'argent. Donc, un moment, juste un moment, désolé. Docteur, tout va bien chez vous? Oui, oui, c'est bien, juste j'ai fermé le Messenger, désolé. J'ai oublié de fermer la page. Désolée. J'ai eu un appel. C'est bon. D'accord. Ok, désolée pour l'interruption. On continue. Alors, donc, quoi d'autre? Donc, la capacité d'autofinancement d'une entreprise correspond à l'ensemble de ses ressources financières propres générées par son activité dont elle dispose pour couvrir ses besoins financiers. C'est une partie des ressources. Okay. Mais la capacité de financement, ce n'est pas seulement les bénéfices, mais on ajoute l'amortissement parce que l'amortissement permet de renouveler les immobilisations. C'est un moyen de financement interne. Elle est globalement, donc la capacité de financement égale au résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions de l'exercice. C'est ce que j'ai mentionné dans la formule. Donc, juste une remarque, selon les banquiers, il est nécessaire que les ressources excèdent les besoins de préférence d'un montant de 15 à 20%. Donc, du montant de la CAF la première année. Donc, il faut que les ressources dépassent les besoins de 15 à 20% généralement. Ça doit être proche de la valeur de la CAF, la capacité d'autofinancement. Donc, cet excédent doit s'accentuer les années suivantes. Il faut qu'il y ait une marge de sécurité, ok, pour que s'il y a des difficultés ou des obstacles ou des imprévus, donc il ne faut pas que le financement soit de justesse, tout simplement. Donc, pour les années 2 et 3, donc, ne prendre en compte que les éléments nouveaux apparus après l'année 1, ok. Donc, dans les besoins, donc, placer le montant des investissements qui peuvent sembler nécessaires pour le développement. Donc, si on a besoin de s'investir de nouveau, ok, on va le mentionner. Donc, même chose que l'année 1.
Indiquer aussi l'accroissement du BFR, comme j'ai dit, s'il y a une augmentation d'activité, le BFR va augmenter ou ça va être réduit si l'activité elle est en récession. Donc, c'est juste des ajustements. Reporter le résultat annuel, le remboursement annuel des emprunts, tout comme l'année 1. OK, bien sûr, donc c'est un besoin de financement. OK. On indique ici le capital des emprunts remboursés au cours de l'année en question, tout simplement comme l'année 1. Pour les entreprises individuelles, indiquer les prélèvements de l'exploitant qui seront effectués les années 2 et 3, donc c'est une rémunération. Pour les sociétés de capitaux, les associés donc, vont percevoir le revenu, donc il y a une part de bénéfice sous forme de dividendes. Donc les deux points sont identiques, juste la première c'est pour les entreprises individuelles et l'autre pour les sociétés de capitaux. Donc là, le BFR comprend 3 éléments, donc c'est les stocks, ok, moyens, la valeur des stocks moyens, donc la rotation, ok, des stocks moyens, l'encours moyen des créances clients et l'encours moyen des dettes fournisseurs. Il y a des ratios. Certainement, vous les avez vus, un ratio pour calculer la rotation des stocks et on essaie que la rotation de stock soit plus élevée et le délai moyen de paiement des clients doit être plus faible que celle du délai moyen de remboursement des fournisseurs pour ne pas avoir un besoin de liquidité, bien sûr, en se basant sur ces 3 éléments du bas de bilan. Parce qu'il y a d'autres besoins de financement, il n'y a pas que ça. Donc là, on peut gérer le BFR. Donc, on essaie de le minimiser, mais parfois on ne peut pas réduire le délai des clients, tout simplement parce qu'il y a plusieurs concurrents. Si je ne suis pas souple avec le client, il y a un autre concurrent qui va être souple. Donc là, c'est quelque chose qui me dépasse. Donc, si on fait l'analyse des 5 forces de Porter, de la concurrence, donc cette analyse est faite dans le cadre de l'analyse de Porter, des 5 forces de Porter, qui est en position de force, en fait. Même chose pour les fournisseurs, qui est en position de force. Donc, s'il y a un seul fournisseur, donc là, il est en position de force. C'est lui qui va fixer la date de remboursement. Si c'est l'inverse, il y a plusieurs fournisseurs, donc je suis en position de force parce que s'il ne va pas m'accorder un délai qui me convient, je vais m'orienter vers un autre fournisseur. Donc, ce n'est pas aussi évident de gérer les délais, mais on fait de notre mieux. Pour les stocks, donc il se peut qu'il y a de nouveaux concurrents, donc je ne peux plus écouler aussi rapidement ma marchandise comme avant. Mais je peux, côté stratégique, travailler sur ce problème et peut-être chercher d'autres marchés. Donc, il faut revoir la stratégie et les répercussions, bien sûr, seront évidentes et leur impact sera bien détecté dans la partie financière. Donc, un petit rappel. Donc, l'argent dû par les clients après livraison constitue une créance client. De même, l'argent de l'entreprise que l'entreprise doit à ses fournisseurs, on l'appelle dette fournisseur. Juste, OK, pour vous présenter la formule du BFR. Donc, ce n'est pas la formule exacte, parce que la formule exacte, c'est actif courant d'exploitation, moins passif courant d'exploitation, plus c'est le BFR d'exploitation, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, juste, voilà. Et bien sûr, là, le BFR hors exploitation, c'est pareil, actif courant hors exploitation, moins passif courant hors exploitation. Mais pour simplifier, okay, on va dire que pour le calculer, c'est le stock moyen plus les créances moins les dettes fournisseurs. Pour simplifier le calcul, tout simplement. Donc, pour les ressources, certainement, on va se baser sur les ressources de l'année précédente et chiffrer des éventuelles augmentations du capital si on a besoin d'augmenter les ressources de financement. Donc, comme les startups, leur croissance, elle est rapide. Indiquer le montant des apports prévus par les associés dans les comptes courants d'associés. Donc, les comptes courants d'associés, c'est une sorte de compte, comme un compte bancaire, quoi,
Donc, les associés peuvent emprunter de l'argent et peuvent prêter de l'argent à l'entreprise. Donc, si les associés ont de l'argent, c'est mieux d'avoir ces comptes-là pour que, dans le cas où l'entreprise aura besoin de financement, c'est mieux de se financer auprès des associés que d'auprès d'un établissement externe. Donc, si c'est possible, bien sûr, et si les associés ont suffisamment d'argent, donc le compte peut être débiteur ou créditeur. Donc, même les associés peuvent emprunter à des intérêts très faibles et ça peut être sans intérêt. Donc, l'essentiel, c'est de faciliter la mobilisation de liquidités au sein de l'entreprise. À noter que lorsqu'un prêt bancaire est nécessaire, le banquier impose généralement le blocage des comptes courants associés parce que pour lui, c'est un renforcement, c'est un soutien pendant la durée du prêt. Parce que s'il en a besoin, il va bien sûr prendre en considération ces valeurs-là. Ceci afin d'éviter l'affaiblissement de la structure financière de l'entreprise. C'est des conseils, c'est des conseils, des remarques. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a aussi donc, dans les colonnes ressources? Le versement des primes et subventions, donc ça ne peut que renforcer le financement. Le montant de la CAF, résultant de l'année 2 et 3, et bien sûr le montant des emprunts bancaires et autres banques. Donc, tout simplement, c'est le plan de financement de 3 ans. Et bien sûr, de cette façon, on a terminé la partie de cette séance. Et ce que vous êtes censé faire pour la séance prochaine, c'est élaborer le plan d'ouverture de votre projet. Je parle de ceux qui ont présenté leur projet et ceux qui ont l'intention de présenter des livrables relatifs à leur projet. Donc, vous pouvez vous rattraper, élaborer le plan de financement initial et le plan de financement prévisionnel. Et bien sûr, on va terminer la partie de l'étude financière, les 2 séances qui restent. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Il y a des questions? Vous m'entendez? Il y a des questions? Madame Malak, vous êtes là? Vous m'entendez? Pour les participants, vous m'entendez? Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Merci, c'est super intéressant, mais je trouve que c'est un peu pénible. C'est un peu difficile, c'est-à-dire un peu difficile pour mettre ce plan financier. C'est un commentaire d'Ambad. Ok, Ambad, ce n'est pas difficile, Ambad. Juste, il faut comprendre c'est quoi le projet. Donc, je ne sais pas où se trouve la difficulté. Vous pouvez m'indiquer où se trouve la difficulté. Donc, bien sûr, c'est ce que j'ai dit dès le début. Si vous appliquez ce que vous connaissez en théorie, donc vous allez mieux maîtriser les choses. Donc là, pour le bilan d'ouverture, je ne vois pas la difficulté. Donc,
vous avez besoin de quoi? De fonds de commerce, je ne sais pas, local, voiture. Donc, vous avez besoin de quoi? Côté stock, liquidité, vous avez besoin de quoi? Comment vous allez financer ceci? Parce que, est-ce que c'est par rapport, certainement, il y a l'apport des associés et les dettes. Généralement, il y a deux principales catégories, fonds propres et dettes. Donc, pour le plan de financement initial, oui, la difficulté là. Donc, pratiquement, la première partie, vous allez la prélever du bilan d'ouverture. Là, vous allez mettre le BFR et la trésorerie, tout simplement. Et là, ce qui figure dans le bilan d'ouverture, tout simplement, il faut qu'il ait égalité entre les deux. Et vous allez faire des prévisions, certainement. Il y a des prévisions d'évolution, ça c'est sûr. Vous allez vous baser sur des statistiques, sur des questionnaires. Vous n'allez pas faire la prévision n'importe comment, il y aura des hypothèses. On ne va pas faire l'évolution n'importe comment. Donc là, s'il y a des évolutions, donc la première année et les 2 autres années, donc s'il y a une augmentation d'investissement, vous allez faire des extensions, par exemple. L'augmentation du BFR, donc plus d'activités, plus de BFR, certainement, plus de stocks, plus de clients, plus de fournisseurs. S'il y aura un remboursement des emprunts, il faut le financer. Et la rémunération des actionnaires, tout simplement, c'est les ressources. Donc, c'est les besoins. Donc, les besoins de base avec les nouveaux besoins, tout simplement. Et pour les ressources, donc, il y a les fonds propres, donc de départ, avec s'il y a une augmentation de fonds propres, augmentation du capital, s'il y a de nouvelles subventions ou les subventions de départ, la capacité de financement qui sera créée l'année 2 et 3, OK? Et je vous ai montré là le calcul de la capacité de financement. Et s'il y a de nouveaux emprunts bancaires, tout simplement. Donc, je ne vois pas la difficulté. Alors, en bas, c'est clair ou il y a encore des difficultés? Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est l'occasion pour poser la question. Malheureusement, il n'y a pas une application ou un travail qui a été fait, mais vous pouvez faire l'effort pour la séance prochaine. Sinon, c'est clair en bas ou c'est encore flou? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Nous avons une question d'Arkane. Au fait, de mon côté, j'ai du mal à faire partager mon travail. Je ne sais pas où le partager ni comment m'y prendre pour montrer à Mada. Écoutez, Arkane, vous pouvez me l'envoyer en privé, d'accord? Et ensuite, nous l'enverrons à Docteur Nadia pour qu'elle puisse le voir. Ou encore, vous pouvez me l'envoyer et vous pouvez la présenter et je partage l'écran. D'accord, Arkane? Donc, en Ok, tout bas, le monde, y a-t-il des questions? donc en bas, je me souviens qu'il a présenté son travail. Donc, essayez de travailler sur les 3 documents Ça se basant marche. sur votre projet pour la prochaine fois. Et on va analyser votre travail et s'il y a des lacunes, on va les éclairer ensemble. Donc, c'est une opportunité pour mieux maîtriser ces outils en bas. Même chose pour les autres. Docteur, Euh, c'est pas Amnat, c'est Arkane qui n'a pas présenté et qui veut présenter, il a du mal à présenter. oui, je sais, mais je parle Je à lui ai Mbad. dit, Oui, je sais, c'est Arcane qui veut présenter son travail, mais je parle à Ambad qui a dit tout à l'heure que c'était flou. Donc, je lui ai dit que c'est une opportunité de faire des applications pour la prochaine fois. OK? Mais je sais très bien que c'est Arcane qui veut présenter son travail, cette séance. d'accord. Ok, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat.
Docteur, le module de ce qu'ils doivent faire, vous pouvez le repartager une autre fois? On peut le repartager une autre fois? Donc, celui du plan d'affaires, c'est ça? C'est ça? Oui, Très bien, un moment. d'accord. Donc, ne vous inquiétez pas, docteur m'enverrez le fichier et nous vous l'enverrons une autre fois. Alors, tout le monde, pour ceux qui ont des questions. Ah, oui? Oui, Ok, docteur? très bien. Il y a l'autre fichier, mais je viens de trouver un autre fichier plus simplifié. Je vais voir le nouveau. Donc, et ils ont l'autre, donc les deux sont simplifiés, mais le nouveau fichier, il est plus simplifié que l'autre. Juste un moment, je le cherche. Un moment. D'accord, docteur, il n'y a pas de souci. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, donc je pense que nous n'avons plus de questions et que tout est clair. À la fin du cours de la formation aujourd'hui, docteur, Juste voulez-vous un ajouter moment. quelque chose? Madame Malak, juste un moment pour Oui? afficher le document. Je le cherche, juste un moment. Ah, d'accord. Donc, jusqu'à l'arrivée de docteur Nadia, si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos réponses, vos questions sur le chat. Donc, j'imagine, c'est celui-là, juste un moment. Donc, c'est ce que j'ai envoyé l'autre fois. Il y a un document Word et il y a un document Excel. C'est celui-là, en bas, c'est ça? En bas, c'est ça? C'est celui-là, vous parlez de ce document-là? Donc, malheureusement, je n'ai pas trouvé le nouveau document. Je vais le chercher et vous l'envoyer. Donc, je l'ai perdu de nouveau. Donc, c'est ça? Donc, c'est un plan d'affaires qui est élaboré par une banque. Donc, ça vous explique le contenu de chaque rubrique. Vous n'êtes pas censé remplir tout le document, mais juste, il y a une première partie, la synthèse. C'est quoi le projet, les promoteurs ou les associés, etc. Description du projet, l'équipe, ok, dirigeante, parce qu'il y a des profils bien déterminés qui doivent être présents. L'analyse stratégique du marché, donc là y compris l'étude de marché, SWOT ou FFOM, donc l'appellation en français, la stratégie commerciale, donc y compris la stratégie marketing, le plan de production et d'organisation et plan financier à la fin. Donc là, ils ont présenté là le coût de financement, les hypothèses, parce qu'il y a toujours des hypothèses d'évolution. Est-ce qu'on est pessimiste, optimiste? Il y a toujours des statistiques et des chiffres sur lesquels on se base. On ne peut pas mettre des chiffres parachutés. Le chiffre d'affaires prévisionnel, donc là, on le trouve dans le compte de résultat prévisionnel. Les dotations aux amortissements aussi, on les trouve dans le plan de financement, par exemple, on le calcule à part, l'estimation des charges, seuil de rentabilité, c'est un indicateur de risque, l'estimation des besoins en fonds de roulement, bien sûr, d'exploitation, parce que il y a d'exploitation et hors exploitation, mais c'est ce qui compte parce que c'est la part la plus importante du BFR. Le compte de résultat prévisionnel, y compris le chiffre d'affaires,
et aussi la dotation aux amortissements et provisions. La valeur ajoutée et taux de croissance, donc juste, c'est l'évolution par rapport à la conjoncture. Le plan de trésorerie, le ratio de rentabilité, ou plutôt les indicateurs de rentabilité, la vanne et le tri. Donc, c'est plutôt les indicateurs, mais pas vraiment des ratios, c'est pas des ratios, mais plutôt ratio de rentabilité et tri, parce qu'il y a des ratios de rentabilité et il y a, donc, et ça manque le et. Il y a des ratios de rentabilité comme la rentabilité des actifs et la rentabilité des capitaux propres. Il y a aussi les indicateurs de rentabilité, à savoir le tri et la vanne. Et la plus utilisée, c'est la vanne. Et les bilans prévisionnels, mais généralement, dans la création, on n'a besoin que du bilan d'ouverture. Et il y a des ratios de rentabilité. Donc, j'imagine il y a une faute parce qu'il y a les ratios de rentabilité là. Donc, tout simplement, par exemple, comment le remplir? Donc là, juste l'identité du projet, donc on peut s'en passer. L'implantation, elle est où? C'est des détails. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On présente le projet, la mission, quel est le produit ou le service, les objectifs, donc là, doivent être smart, ça c'est sûr. L'apport en innovation, plus il y a une innovation, plus il y a des encouragements. Les facteurs clés du succès, donc on va se baser, donc c'est la valeur, en fin du compte, c'est là, on va se baser sur la valeur à proposer, value proposition qui est bien présente dans le business model. Donc, si vous avez à élaborer le business model, ça va faciliter bien sûr le travail. Et c'est ce que j'ai dit, le business plan model, le modèle d'affaires est le cœur du plan d'affaires. Le calendrier, donc, c'est une organisation du travail, c'est des prévisions, c'est le diagramme de Gantt. Vous l'avez vu dans le management de projet pour présenter des planifications. Donc, bien sûr, sommaire, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est les dates jalons, donc les points stratégiques ou les points nécessitant des contrôles. Le secteur, s'il y a des réglementations spécifiques. Donc, si vous pouvez bénéficier des fonds spéciaux, donc chez nous, ça, il y a le fonds produit au RIITIC, donc c'est pour, on va encourager les innovations. Donc, vous pouvez chercher dans votre pays quels sont les fonds d'encouragement, des fonds gratuits, c'est des subventions. Bon, des subventions ou des fonds avec des intérêts faibles, quoi. Donc, il y a une promotion. Situation personnelle, donc ça fait partie. Le bilan personnel, bien sûr, donc là, on parle des compétences des associés. L'équipe projet, c'est tout ce qui est choix de la forme juridique de l'entreprise, euh, présentation du secteur, quoi d'autre? Le marché potentiel, donc là, l'étude de marché, la clientèle, les concurrents, tout ça, marché cible. Analyse de l'offre et de la concurrence, donc c'est les 5 forces de portée. Donc, il y a des concurrents, leurs forces, faiblesses et ce que vous allez proposer par rapport à eux. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'analyse de la concurrence, ce qu'il y a sur le marché et qu'est-ce que vous allez proposer de plus. Et quoi d'autre? L'analyse SWOT, donc ça va vous aider pour choisir la stratégie convenable à adopter. Donc les ventes, donc là on entre dans la partie, on s'approche de la partie financière. Donc quelle est la population cible et à peu près quelle sera la part de marché probable. Donc là, une fois on a une idée sur les concurrents, on peut être soit optimiste, soit pessimiste. Donc il y a des hypothèses. On se base sur des questionnaires pour voir est-ce qu'ils sont prêts d'acheter notre produit et non ou non. Donc tout ça va nous aider pour déterminer le pourcentage approximatif de la part de marché et les prévisions des ventes. Et bien sûr, en déterminant le prix à proposer, donc aussi, on peut le déterminer en analysant le marché et à travers les questionnaires et voir quelle est la valeur que le client est prêt à payer. Donc, il y a plusieurs stratégies. Marketing, donc là, le service, on l'a déjà présenté, le prix, comment on va fixer le prix, en se basant sur quoi, comment on va le promouvoir et l'emplacement. La communication, comment ça se fait? Ça va se faire surtout avec la clientèle, surtout, mais en interne aussi. Les canaux de distribution. Le plan, donc là, c'est proche de la partie, pratiquement la partie en bas de la chaîne de valeur. Quel est le processus nécessaire pour assurer
la création du service ou la production du produit. Donc, c'est la partie en bois de la chaîne de valeur. La capacité de production, on est capable de le faire ou non. Okay? Donc, il y a un besoin. Est-ce qu'on a la capacité de le faire ou non? Quoi d'autre? L'approvisionnement, donc la main-d'œuvre. Donc là, on parle des ressources humaines. Donc, on entre dans des chiffres comptables maintenant pour donc, la charge salariale. Donc, c'est une charge à mettre dans le compte de résultat. L'organigramme de l'entreprise. Quoi d'autre? Donc, tout ce qu'on a vu juste avant ceci, donc, il a un lien avec le plan financier. Donc, maintenant, donc, le détail des investissements et des coûts et le financement, donc les deux, on a le plan de financement déjà. Remboursement et charges, donc pour les années futures pour déterminer le plan de financement prévisionnel. Donc là, il y a un travail sur 5 ans, okay, les prévisions sur 5 ans. Les hypothèses de base, donc chiffre d'affaires, par exemple, l'augmentation de combien? Il y a des hypothèses. On est pessimiste, on va supposer que l'augmentation sera de 5%. On est optimiste, on va proposer une augmentation de 5%. Donc, tout ça doit être basé sur des statistiques et sur des hypothèses. Donc, les chiffres, il n'y a pas de chiffres parachutés. Le calcul de production, donc les coûts, quoi. Calcul du chiffre d'affaires, donc pratiquement c'est des éléments du compte de résultat, les amortissements, l'estimation des charges d'exploitation. Donc, vous pouvez les lire, donc c'est facile. Seuil de rentabilité, je vais le présenter déjà la prochaine fois ou la séance d'après. Donc, vous le connaissez déjà, mais vous avez les détails sur son calcul pour déterminer l'analyse du risque en se basant sur le seuil de rentabilité. Le BFR, okay, comment on le calcule. Donc, principalement, c'est stock, créances et fournisseurs, juste pour simplifier. C'est ce que j'ai expliqué dans le cours. Le résultat d'exploitation, la valeur ajoutée et taux de croissance, c'est des détails. Vous n'êtes pas censé remplir ceci, mais si vous voulez, ce n'est pas grave. Donc, plan de trésorerie, ratio de rentabilité. Donc là, c'est les indicateurs et pas ratio de rentabilité, la vente et le tri. Je vais vous montrer, donc vous connaissez, mais je vais faire un rappel. Bilan prévisionnel, ce n'est pas obligatoire, okay, c'est possible, mais on est censé faire juste le bilan d'ouverture et on a déjà le compte de résultat prévisionnel et on a le plan de financement aussi prévisionnel et les ratios de rentabilité. Donc, il y a les deux principaux ratios. ROA, c'est le ratio de rentabilité des actifs et le ratio de rentabilité des capitaux propres. Mais aussi, on peut utiliser d'autres ratios comme le délai de récupération du capital investi. Donc, c'est un critère de choix. Donc, normalement, vous l'avez vu en finance. Plus on récupère le plus tôt possible le capital investi, plus c'est bon pour investir dans un autre projet. Donc, soit on choisit le projet pour sa liquidité, pour son délai de récupération le plus rapide, soit pour la rentabilité. Tout dépend de la liquidité au sein de l'entreprise. Il y a des entreprises qui choisissent des projets les plus rentables, même s'ils vont récupérer le capital investi à une date assez lointaine. Il y en a d'autres, non. Ils veulent être présents sur le marché. C'est une nouvelle entreprise. Donc, ils peuvent sacrifier un projet plus rentable à un projet et choisir un projet moins rentable, rien que ils vont récupérer rapidement le capital investi pour se financer dans un autre projet. Donc, au départ, il faut faire un ajustement par rapport à la situation. Donc, parfois, on ne choisit pas le projet le plus rentable en se basant sur le critère de la vente. On choisit le moins rentable, mais qui a le délai de récupération le plus proche. C'est possible. Ça dépend de la situation de l'entreprise. Et c'est tout. Donc, conclusion, donc c'est tout. Donc, c'est tout ce que vous êtes censé faire. Il y a des questions. Il y a des questions. Donc, c'est clair, Ambat, donc ce que vous êtes censé faire. Donc, c'est le plan d'affaires. Mais dans l'étude financière, c'est la dernière partie du plan d'affaires, parce que le plan d'affaires va englober tout ce qu'on a présenté. C'est bien de le remplir et me le présenter pour ceux qui vont travailler sur leur projet. Mais pour la prochaine fois, vous êtes censé travailler sur le bilan d'ouverture, le plan de financement initial et prévisionnel. Donc, c'est l'opportunité pour
appliquer et plutôt faire une application sur un projet réel et pas un simple exercice dans un cours. Il y a une autre question? Super, docteur. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Madame, en dehors du contenu du cours, je me demandais, est-ce que qu'avoir des certifications comme PMP, PMI ou ITIL est vraiment un atout important pour devenir une bonne gestionnaire de projet sur le terrain? Les certifications en project management, donc c'est les certifications du PMI, c'est le Project Management Institute. Il y a plusieurs certifications. Il y a le PMP, il y a le CAPM. Elle est bien adaptée aux étudiants. Pour la certification PMP, Professional Project Management, elle est adaptée aux professionnels, ok, parce que il y a des conditions bien déterminées. Mais bien sûr, c'est une certification très, très intéressante pour savoir gérer parce que ce qui nous entoure, parce que notre vie est pleine de projets, notre vie personnelle, professionnelle. Donc, même pour organiser un meeting, c'est un projet. Pour préparer la révision d'un cours, c'est un projet. Donc, il y a des outils, plein d'outils à utiliser. Et bien sûr, par la suite, chacun va faire le tailoring ou l'ajustement par rapport à sa situation. Utiliser que les outils qui l'intéressent. Donc, j'ai fait cette formation. Elle est très intéressante et elle change. Donc, généralement, ils disent c'est un mindset, c'est une façon de voir les choses. C'est une façon de penser. Donc, ça change notre façon de voir les choses. On devient plus organisé. Tout simplement. Donc, elle est très intéressante et j'encourage tout le monde à faire cette formation. Donc, on peut faire juste formation ou formation en certification. OK? Donc, ça demande du temps et il faut investir. OK? Mais elle est très intéressante. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. OK. Ambad a levé la main. Ambad, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ambad. Donc, si vous avez un problème de micro, vous pouvez écrire sur le chat. Je pense qu'il y a un problème. Ahmad, écrivez votre question via le chat si vous avez un problème concernant votre micro. Jusqu'à l'arrivée d'Ahmad, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ah bah tout le monde, tout est clair? Il y a un message. Oh non. Vous avez parlé de certificat pour les étudiants. Oui. Oui, Ahmad, veuillez continuer la phrase, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez et quelle est votre question, votre soupçon? Tout le monde, jusqu'à l'arrivée d'Ahmad, vous pouvez soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Le nom, c'était
quoi pour la gestion du projet? Vu que je suis informaticien, j'ai besoin pour plus de mon background. Euh, Vous pouvez, je ne vois pas le commentaire. Ah, le nom, c'était quoi pour la gestion de projet, vu que, voilà. Donc, c'est une certification PMP, Professional Project Management, de l'Institut donc PMI, Project Management Institute. Donc, vous mettez PMI, PMI, et vous allez trouver pas mal de... Donc, elle est très intéressante pour les informaticiens ou peu importe, hein. Elle est très intéressante. Il y a le CAPM, c'est une certification adaptée aux étudiants, et il y a le PMP qui est adapté aux professionnels, mais il y en a d'autres, OK? Il y a le business analysis, il y en a plein. Donc, mais pour commencer, soit le CAPM, soit pour les étudiants, soit le PMP pour commencer. Je vous encourage franchement, étudiants, professionnels, donc j'encourage tout le monde, si il y a l'opportunité de faire cette certification, ou du moins la formation, ok, elle est très intéressante. Donc, et j'attends votre travail pour la prochaine fois, Inch'Allah, Ambad. Donc, vous allez préparer votre bilan d'ouverture et le plan de financement. Donc, il faut qu'il ait des chiffres pour analyser et pour... Donc, je peux donner des exemples, mais pas comme un travail. Donc, vos travaux, un de vos travaux, donc à présenter, ça sera plus intéressant parce que vous avez fait certainement des exercices dans votre cours. Donc, vous n'avez pas besoin de plus d'exercices. Juste, vous avez besoin de cas réels, quelque chose que vous allez le faire et vous êtes dedans et vous allez mieux maîtriser l'outil en l'appliquant. Super. Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions et que tout est clair à la fin du cours de la formation d'aujourd'hui. Docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, je vous remercie à ceux qui étaient présents aujourd'hui. Donc, je sais que la finance, elle est un peu délicate, mais elle n'est pas difficile, pas du tout. Donc, juste essayez de me suivre, essayez de lire le document. Il est très détaillé pour comprendre le contenu avec détail de chaque outil. Donc, je suis en train d'avancer lentement, juste deux outils aujourd'hui, tout simplement. Donc, il y a le bilan d'ouverture et le bilan et le plan de financement initial et prévisionnel. Donc, en fait, deux. Donc, essayez de pratiquer, essayez d'appliquer et en posant des questions et en présentant votre travail, on va mieux comprendre les choses. La prochaine fois, Inch'Allah, on va voir deux ou grand max trois indicateurs et le reste, la dernière séance. Donc, et j'aimerais bien qu'à la dernière séance, je pourrais avoir du moins un plan d'affaires. Donc, vous avez le document, essayez de le remplir. Par exemple, un BAD, il y avait Béchir, bon, je ne sais pas où il est, donc il s'est absenté. Il y a un autre, donc il y a trois projets qui ont été présentés. L'un parmi les trois qui ont présenté, qu'ils remplissent le plan d'affaires. Donc, déjà, ce qu'on a fait, ils peuvent le remplir, donc il n'y a pas de problème. Et maintenant, au fur et à mesure, ils vont remplir la partie financière. Et à la fin, on va avoir un plan d'affaires qui est déjà élaboré. J'aimerais au moins avoir un plan d'affaires et pourquoi pas plus. Donc, ça sera très intéressant et vous aurez appliqué réellement les outils financiers que vous connaissez déjà. Et on est en train d'entrer dans les détails et de mieux expliquer tout simplement les documents. Donc, chaque cours est déjà envoyé par Madame Malak et le support d'aujourd'hui, je vais l'envoyer à Madame Malak et elle va vous le transférer. Donc, juste essayez de me suivre dans la partie financière. Donc, tout est relié. Ça vous paraît délicat, mais ce n'est pas difficile. Donc, si vous me suivez, c'est pas vraiment impossible. Donc, vous pouvez faire l'analyse, l'étude financière
sans difficulté. Mais juste essayer de me suivre et d'appliquer, c'est ce qui compte. Sinon, je vous Merci, remercie et voilà. Ok. Je m'excuse pour l'interruption. non, c'est pas de souci. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire, veuillez s'il vous plaît être à l'heure la semaine prochaine, le lundi à 14 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. À tout le monde, veuillez faire en sorte que vous vous êtes inscrit déjà sur le formulaire d'assistance de cette formation pour recevoir les cours, l'enregistrement des cours et les fichiers. Tous les enregistrements et les fichiers sont envoyés via votre email et via les groupes WhatsApp. Veuillez, s'il vous plaît, vérifier vos messages. Et concernant le cours et le fichier d'aujourd'hui sera, Inch'Allah, envoyé dès qu'ils seront disponibles. Merci à vous tous et nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine ou encore demain avec le dernier cours de la formation de la théorie des graphes ou encore nous avons plein de formations, séminaires, concours, ateliers qui vous attendent. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir.